Avez-vous déjà expérimenté un état ou une sensation difficile à décrire? Avez-vous tout de même essayé d'en parler? Si oui, vous vous êtes sans doute confronté à une limite et vous avez réalisé que les mots ne peuvent pas tout dire. Alors implicitement, vous avez compris le sens de ésotérisme. Souvent interprété comme une manière de cacher un enseignement réservé à des initiés, l'ésotérisme est davantage un moyen de transmettre des connaissances avec des images, des symboles et des paraboles, ce qui ne peut l'être qu'avec des mots. Si vous me suivez jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous pensez que le film Matrix introduit des vérités mystérieuses, ce qui en ferait en ce sens une œuvre ésotérique. Et peut-être que votre désir de connaître ces vérités pourrait être intimement lié à la raison pour laquelle vous cherchez irrémédiablement à apporter du sens à votre vie. Ce que le film ne vous a pas clairement dit, il vous l'a peut-être montré, imagé ou supposé. Mais l'avez-vous seulement remarqué ? Tu as entendu? Quoi? Tu es sûr que la ligne est protégée? Bien sûr, j'en suis sûr. Il faut que je raccroche. Matrix suggère plusieurs niveaux de lecture, dont certains sont en dehors du simple déroulement de l'intrigue. Ils s'adressent directement à l'attention du spectateur. Et d'autres semblent être des clins d'œil, alors qu'ils font bel et bien partie de l'histoire. Cette habile composition fait de vous un acteur implicite de l'élaboration du scénario et donne au visionnage une dimension interactive. Tu es dans la matrice. Et alors? Neo est dans la matrice, et d'une certaine manière, vous aussi. La scène qui introduit le personnage principal est remplie de détails qui auraient pu vous permettre de le comprendre dès le premier visionnage. Au début de Matrix, Thomas Anderson, ou Neo, saisit un livre dont les pages sont creusées pour dissimuler des logiciels piratés. Son geste prend soin de permettre au spectateur de lire le titre de l'ouvrage, Simulacre et Simulation. Puis la disquette qu'il extrait de ce livre, creusé au chapitre du nihilisme, est cédée au personnage de choix, dont la compagne du jour a l'épaule tatouée d'un lapin blanc. Vous remarquerez ce clin d'œil à la langue française en ce qui concerne le nom des personnages, choix et du jour. Le lien entre ce livre et le lapin blanc se manifeste par la transmission d'un objet transgressif, un logiciel illégal, symbole d'une connaissance dont la possession serait considérée comme dangereuse. Bien plus que de simples clins d'œil, ces deux références sont une véritable note d'intention dont le rôle sera de servir de clé de décryptage pour faciliter une compréhension alternative du film, et par extension de toute la trilogie. Mais captivés par une lecture intuitive du déroulement de l'histoire, beaucoup d'entre nous n'ont pas vu le réel intérêt de ces messages subliminaux, ni leur implication dans le scénario. Pourtant, les réalisatrices introduisaient d'emblée un superbe malentendu entre ce qui est donné à comprendre et ce qui sera finalement compris par le public. Volontairement ou non, elles façonnaient déjà la déception de centaines de milliers de fans qui auraient le sentiment d'avoir été trahis après le visionnage du deuxième et du troisième film. Mais Matrix n'était pas un film, Matrix était une initiation. Et beaucoup de gens ne vont pas au cinéma pour se prendre en pleine figure la nécessité d'entreprendre un voyage introspectif. Alors reprenons à la page creuse du nihilisme et voyez comme c'était limpide. Le livre Simulacre et Simulation décrit comment nos sociétés modernes se sont tellement reposées sur des signes et des simulations de la réalité qu'elles en ont perdu le contact avec le monde réel. Son auteur, un philosophe français, Jean Baudrillard, nous fait remarquer à quel point les simulacres et les simulations, qui auraient dû avoir pour rôle d'imiter ou de symboliser le réel, ont de loin dépassé leur fonction, devenant le réel à nos yeux. À l'aube de la création de nouveaux mondes numériques, les métaverses, on peut déjà prendre la mesure de ce constat en observant l'influence des likes et des stories sur nos comportements, et voir à quel point ces simulacres d'attention sociale ont pris le dessus sur nos interactions réelles. Nos réseaux sont déjà une simulation de nos liens sociaux et vos partages, vos stories et autres publications n'en sont que des simulacres. Parce que dans votre vie réelle, beaucoup de vos amis ne sont tout simplement pas présents et donc vous n'interagissez pas réellement avec eux. Ce qui nous mène à cette idée véhiculée par le livre.
Dans la société post-moderne, le simulacre a fini par précéder et déterminer le réel. Dans le chapitre du nihilisme, l'auteur nous fait remarquer que lorsque l'omniprésence de Dieu ne peut être ressentie qu'à travers l'image qui le symbolise, alors cette image religieuse se substitue à l'idée de Dieu. Et c'est ainsi que le simulacre devient tout-puissant, suggérant que Dieu n'a jamais existé et que seule sa représentation est réelle. Ce qui suppose que l'abondance de simulacres dans une société entraîne l'esprit des gens à nier le divin et les valeurs morales, au point de dévaluer l'importance du lien social et d'oublier le sens et le caractère sacré de la vie. C'est peut-être aussi ce qui a permis à un adolescent d'écouler pour plus de 4 millions d'euros de drogue dure dans le monde grâce au réseau postal et à Internet, sans quitter sa chambre d'enfant ni exprimer le moindre remords. Il avait perdu le contact avec le réel. Pour Nietzsche, le nihilisme désigne la forme et le sens de la crise qui affecte la civilisation dans tous ses aspects. La décadence constitue l'état morbide que prend cette crise dans le monde et qui finit par se confondre avec l'idée même d'humanité. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un assimiler les agissements de l'homme avec sa nature profonde, au point de décrire l'humanité comme un virus qui se répandrait sur Terre ? Matrix jongle malicieusement avec la notion de simulation en opposant un univers simulé à la réalité que découvre le héros. Mais l'idée de simulacre ne semble pas être vraiment abordée. Pourtant, en adoptant une lecture plus profonde, on réalisera que le film opère précisément comme un simulacre et que les moyens et les images auxquels il a recours pour nous révéler sa vérité sont les outils mêmes qui nous interdisent de la comprendre. Mais nous y reviendrons. Qu'en était-il du lapin blanc ? Le film met en avant un univers de simulation informatique et c'est un monde purement logique. Or, l'histoire se déroule de manière à initier un visionnage émotionnel et intuitif. Alors à votre avis, quelles sont les interférences improbables et les malentendus complexes qui peuvent naître au croisement de l'intelligence intuitive et de la pure logique ? L'auteur d'Alice au pays des merveilles, illustre inventeur du personnage du lapin blanc, était un amateur et un professeur de mathématiques qui écrivait des romans sous le pseudonyme de Lewis Carroll. C'est l'un des pères de la logique moderne et il a évolué dans une époque où ses contemporains donnaient naissance à la logique binaire, la base de l'intelligence artificielle, selon laquelle une proposition est soit vraie, soit fausse, ce qui influence les moyens d'en déduire de nouvelles. Mais Lewis Carroll a souhaité démontrer qu'on pouvait créer une sensation de cohérence à partir d'une proposition initialement fausse, et il allait effectivement découvrir qu'un univers logique, entièrement basé sur une proposition absurde, était intuitivement ressenti comme étant cohérent. C'est ce lien fascinant entre la plus pure logique et l'intuition que Charles Lethwick Dodgson, alias Lewis Carroll, a exploré à travers l'histoire d'Alice, qui presque 160 ans après sa publication continue de fasciner par son univers perçu intuitivement comme cohérent, malgré l'absurdité de ses propositions. Suis le lapin blanc, que je suive le lapin blanc. Toc toc Néo. Ce lapin, symbole ancestral du passage de l'obscurité à la lumière, est celui qui mène à la clarté celles et ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans le premier Matrix, il apporte un message que peu d'entre nous ont vraiment reçu. Le voici. Chers spectateurs, dans ce film, il ne sera question que de simulacre et de simulation. En laissant votre attention se poser sur le signifiant, vous le confondrez avec le signifié. Alors intuitivement, vous vous créerez un monde cohérent, bien que basé sur une proposition absurde. Même si nous vous rappellerons sans cesse, par des images et des signes, que vous vous trouvez dans un univers informatique, et donc gouverné par la plus pure logique, vous y verrez la projection d'une aventure humaine à votre image.
Et c'est ainsi que même un spectateur cultivé, qui verra à travers la référence de Baudrillard l'idée d'un Néo découvrant le réel au-delà de la simulation, ou qui reconnaîtra du Lewis Carroll en le voyant suivre le lapin blanc, acceptant ainsi son choix du jour, même ce spectateur érudit se sera fait berner par sa lecture intuitive de l'histoire, l'empêchant de réaliser que ces références y sont impliquées non pas en tant que clin d'œil culturel, mais comme des systèmes déjà à l'œuvre dans le film. Autrement dit, ici, la référence joue déjà le rôle de simulacre. Elle énonce une première vérité que peu de spectateurs seront prêts à accepter et que certains n'accepteront peut-être jamais. Dans Matrix, le réel était une illusion. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. À votre avis, Morpheus offre à Neo le choix de la pilule ou la pilule du choix? Matrix est criblée de scènes marquantes, devenues cultes, mais les plus intéressantes prennent racine dans les questionnements qu'elles soulèvent. Parmi elles, la rencontre entre Neo et Morpheus, un moment de cinéma qui a tatoué le mental de beaucoup d'entre nous. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Dans cette scène, nous avons tous cru assister au réveil de Neo. Nous avons tous cru voir le réel émerger d'une simulation et la vérité apparaître au milieu d'un océan de mensonges et d'illusions. Pourtant, nous avons juste été témoins de la naissance de nouveaux conditionnements, implantés dans notre esprit par le discours hypnotique de Morpheus. Conditionnés par l'attente de découvrir le réel caché derrière le miroir, nous avons oublié de distinguer ce qui est essentiel de ce qui manipule notre perception. Pourtant, Morpheus l'avait explicitement annoncé. Dans sa réponse à la question « Qu'est-ce que la matrice ?», ses deux premiers qualificatifs étaient déterminants. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Universelle et omniprésente. Pour que ce soit bien clair, on pourrait le reformuler ainsi. La matrice s'étend et s'applique à tous les objets, personnes ou choses qui existent. Elle est partout et nous accompagne en tout lieu. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Le discours de Morpheus est millimétré, et tout ce qu'il dit entre ces deux phrases avait pour seule intention de conditionner notre regard de manière à accepter les révélations à venir sous un certain angle, et comme seule vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Vous auriez pu entendre ces mots comme une invitation à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et la manière avec laquelle il s'harnache à ce qu'il considère comme étant le vrai. Vous auriez pu réaliser que cet attachement le rend esclave de ses sensations, de ses pensées et de ses ressentis. Et plutôt que de considérer cet enseignement comme une métaphore extérieure au déroulement de l'histoire et initiée pour vous inviter à réfléchir sur vous-même, vous auriez pu aussi y voir son intérêt purement narratif, de manière à actualiser votre lecture du film pour anticiper la nature illusoire du monde qui serait présenté à vos yeux comme étant le réel. Au-delà de la perturbation émotionnelle qu'introduit ce réveil brutal, n'avez-vous pas trouvé étrange qu'une machine menaçante intervienne auprès du corps de Neo pour le débrancher et le libérer ? Pour un système dont la seule intention serait d'instaurer un état de domination, n'aurait-il pas été plus cohérent de détruire un être susceptible de se réveiller pour participer à une révolution ? Parce que si l'on enlève le dramatisme initié par une lecture émotionnelle de cette séquence, on voit factuellement un monde dans lequel les machines prennent autant soin de l'enveloppe physique que de la psyché des humains. Ainsi, l'idée choquante que notre humanité puisse être exploitée par des machines le semble beaucoup moins lorsqu'on relève de cette exploitation son caractère essentiellement non violent et son respect de la réalité perçue par les hommes. Un respect tel que le personnage de Cypher serait prêt à trahir son clan pour réintégrer la simulation proposée par les machines plutôt que de continuer à vivre dans une réalité dénuée de saveur. À la tienne, mon gars. Regardez bien les films Matrix et vous verrez que les machines sont en fait beaucoup plus effrayantes que meurtrières.
ce qui n'est pas le cas des hommes dans notre société actuelle. Présentement, je ne connais aucun éleveur de porcs qui se soucie de la perception du monde qu'ont les animaux de son élevage, et je ne connais aucun fermier qui s'indigne réellement du bouleversement émotionnel que représente la séparation d'une vache et de son petit. Alors serions-nous moins empathiques avec les animaux de notre monde que les machines avec les hommes dans le film ? Voyez-vous comme il est facile, avec quelques images et quelques mots, de vous inciter à déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Dans Matrix, les réalisatrices ont fait la même chose avec ce qui est vrai et ce qui est faux. À cet instant du film, l'émotion a déjà très largement pris le dessus sur nos déductions logiques et le sentiment naturel d'empathie vis-à-vis de l'espèce humaine remplit son rôle de façon quasi instinctive, ce qui nous empêche de relever toute anomalie contre-intuitive. Je suppose que maintenant vous vous sentez un peu comme Alice, tombée au fond du terrier du lapin blanc. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Le problème avec la vérité réside dans le fait qu'en prononçant le mot, on s'attend à ce qu'il n'y en ait qu'une, et qu'elle soit absolue. C'est un peu la même chose avec le réel. La série de courts-métrages Animatrix contribue à éclairer notre compréhension des films en incitant une lecture plus profonde de l'univers de la saga. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi tout semble plus réel quand je rêve que lorsque je suis réveillé? Comment savoir si mes sens me trompent? Il y a de la fiction dans ta vérité et de la vérité dans ta fiction. Pour connaître la vérité, tu dois tout risquer. Ici, on peut interpréter le sens de tout risquer comme une invitation à aller vers une forme de transcendance, tout en ayant à l'idée qu'étymologiquement, transcender signifie franchir, surpasser ou aller au-delà de ce qui est communément admis. Mais nous ne sommes qu'au premier stade de l'initiation. Neo, tout comme le spectateur, est pris dans une illusion. Il accepte ce que le maître lui transmet, mais il ne le comprend que partiellement. Bienvenue dans le désert du réel. Par exemple, cette phrase était une référence directe à Baudrillard. Dans le livre du philosophe, elle désigne l'absence de réel, mais dans le film, elle est semble-t-il employée par Morpheus pour désigner le réel. Dans cette scène, nous acceptons intuitivement l'idée selon laquelle Neo est déjà sorti de sa simulation pour découvrir le monde réel. Son maître et lui sont dans un programme. Morpheus explique à Neo et au spectateur le fonctionnement de ce programme. L'environnement est d'un blanc immaculé représentant le vide. Seuls 2 fauteuils et un vieux téléviseur habillent l'espace comme pour imiter un intérieur de foyer américain des années 50, date historique marquant le commencement d'une société de simulacres. L'écran montre à Neo comment l'humanité a perdu le contrôle des machines, puis les personnages et leurs décorations d'intérieur sont projetés au beau milieu d'un monde apocalyptique, désigné par Morpheus comme étant le réel. L'ironie serait de relever ici que le nom Morpheus vient du dieu Morphée, dont la vocation principale est d'endormir les mortels. Quoi de mieux que de se faire compter le réel à travers un écran de télévision par la représentation informatique d'une divinité des rêves prophétiques. Me suivez-vous ? Le corps de Neo est dans le Nebuchadnezzar, la représentation du vaisseau de Morpheus. Son esprit est transféré dans une simulation, dans laquelle Morpheus projette une autre simulation, avec l'intention de montrer à Neo ce qu'est le réel. Et pourtant, nous considérons tous que ce monde apocalyptique est bel et bien le réel, alors même que la citation de Baudrillard le désigne comme étant un réel qui serait absent. Par tous les moyens, les réalisatrices nous ont montré un fait. Par tous les moyens, nous en avons compris exactement l'inverse. Vous venez d'assister à un décryptage d'un prodigieux tour de force narratif dans lequel les spectateurs ont accompli de véritables miracles dans le malentendu. C'est toute la beauté de l'œuvre parce que sa narration a donné à votre esprit les couleurs primaires pour qu'il contribue à sa création.
Guidé par votre intellect, votre cœur ou votre intuition, vous pouvez dessiner un monde imaginaire en faisant du visionnage du film une coproduction. Ainsi, dans Matrix, chacun peut comprendre et voir ce qu'il veut et aimer sa propre histoire sans ne jamais relever qu'il n'y a que dans la matrice qu'il pleut. La matrice est un système, Néo. Retenez bien ceci, c'est précisément au moment où l'information vous est donnée que votre esprit produit sa propre désinformation. Pour bien comprendre Matrix, il est nécessaire d'entraîner votre aptitude à cultiver une lecture alternative de tout ce qui vous est proposé par le film. J'imagine que certains d'entre vous connaissent l'illusion du gorille, The Monkey Business Illusion. On vous demande de compter le nombre de passes entre des joueurs, et captivé par votre petite comptabilité, vous ne voyez pas le gorille traverser la piste de jeu. Morpheus s'apprête à faire exactement la même chose ici, sauf qu'il a remplacé l'effort mental consistant à compter les passes des joueurs par une ravissante jeune femme vêtue d'une robe rouge. Vous commencerez par concentrer votre attention sur le contenu de son captivant discours. Il vous présentera les habitants d'une ville comme des individus irrémédiablement pris dans un système et dont la plupart ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Moi aussi. Ce blâme à l'égard de l'inattention de Néo, distrait par cette femme en rouge, l'est tout autant à votre égard, vous, spectateurs, qui n'entendez pas les messages qui vous sont transmis et ne voyez pas ce qui vous est vraiment montré. À savoir ici que les rebelles du Nebuchadnezzar sont capables de reproduire avec une grande facilité l'ensemble du contenu de la matrice. Que ces mêmes rebelles sont en possession du code de Smith et qu'ils peuvent l'intégrer à volonté dans leur programme. Que la femme en rouge est présentée comme un leurre, alors que tout au long du film, la couleur rouge symbolise la vérité. Et enfin, et c'est peut-être le détail le plus intéressant, d'où ma référence au gorille, cette réplique de la matrice est elle-même constituée de multiples répliques. Et vous avez devant les yeux l'un des plus grands castings de jumeaux, voire de triplets de toute l'histoire du cinéma, tous vêtus de noir et de blanc, les couleurs de la dualité. L'arrêt sur image avait pour intention cachée de le mettre juste sous vos yeux, et comme le gorille, vous ne l'avez sûrement pas vu. On pourrait s'attarder sur ce que représente la femme en rouge et trouver de multiples interprétations, dire qu'elle symbolise notre attachement pour le monde des sens, qu'elle illustre la dangerosité de nos désirs, qu'elle incarne l'illusion qui mène l'esprit à la souffrance, ou qu'elle entraîne les faibles vers une éternelle quête de plaisir. Mais ici, son rôle premier était juste de vous distraire. Ainsi, en passant à côté de l'essentiel, vous êtes assimilé à tous ces gens piégés dans la matrice du film, qui se sont constitués une histoire cohérente sur la base de propositions absurdes. La narration a baladé votre attention, et vous croyez avoir compris ce qu'était le réel, ou ce qu'était la vérité. Votre esprit est à ce point plongé au fond du terrier du lapin blanc que vous seriez encore tenté d'essayer de comprendre toute la symbolique de la femme en rouge, alors qu'elle n'était là que pour vous distraire de cette vérité fondamentale. Dans Matrix, le réel en tant que référence absolue n'existe pas. Si vous ne l'aviez pas encore intégré, de nombreux rappels vous seront proposés un peu plus tard dans le film, afin de tenter d'éveiller votre esprit, peut-être encore un peu endormi par l'effet envoûtant d'une illusion, il faut le reconnaître, majestueusement orchestrée. Parmi eux, cette célèbre séquence, souvent exclusivement interprétée comme une phrase philosophique, alors qu'elle pourrait peut-être être comprise au sens littéral. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. S'il n'y a pas de cuillère, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de réalité. Pas de cuillère, pas de réel. Tu crois être en train de respirer de l'air? Ce qui nous mène à Maya. Ce mot sanskrit est souvent interprété comme désignant l'illusion de la réalité, ce qui peut nous amener à croire que le réel n'existe pas. Or, il s'agit davantage de désigner l'idée que le réel n'est pas ce qu'il semble être. Il ne s'agit donc pas de nier l'existence de la réalité, mais d'admettre que notre perception des choses et des phénomènes qui la constituent est biaisée par notre méconnaissance. Ainsi, nous ne voyons le monde qu'à travers nos conditionnements, ce qui nous empêche d'accéder aux vérités fondamentales, tout comme nous regardons les films à travers une lecture intuitive, émotionnelle ou intellectuelle, en oubliant que ces trois mondes sont profondément liés.
Nous voici plongés dans un enseignement d'une grande profondeur qui ne peut se révéler que pour celles et ceux qui acceptent de voir les choses telles qu'elles sont et pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire un ensemble de coproductions conditionnées. Ce qui implique que notre identité ou notre personnalité sont des représentations illusoires et que pour le réaliser pleinement, nous devrions apprendre à nous observer et à nous connaître. Comme l'enseignait Bouddha, ce n'est pas simplement une vision philosophique de la vie, c'est le seul et unique chemin qui mène à la cessation définitive de la souffrance. Lorsque Néo rencontre l'oracle, elle lui demande s'il sait pourquoi Morpheus l'a amené à elle et s'il pense être l'élu. Chose à laquelle il répond « Honnêtement, je ne sais pas. » Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». L'école de Vedanta, dont les textes principaux s'appuient sur les Upanishads, a expliqué que la réalisation complète de la connaissance de soi nécessite à la fois la compréhension de l'ignorance, des doutes et des erreurs, ainsi que la compréhension des principes invisibles et des vérités incorporelles et éternelles. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Vous avez le pouvoir, mais on dirait que vous attendez quelque chose. Néo est habité par la confusion, il ne se connaît pas et semble attendre de l'oracle qu'elle lui dise qui il est, ce qu'elle fait, mais très implicitement, comme pour l'inciter à le voir de ses propres yeux. Se connaître soi-même implique de ne faire qu'un avec toutes les parties de soi pour révéler la vérité. Ici, Néo est confronté à ses propres doutes et à sa propre méconnaissance. Sa discussion avec l'oracle n'avait pas pour but de lui révéler son avenir, mais de le confronter à son présent. Il doit réaliser qui il est, par lui-même. Car éliminer l'ignorance est une étape nécessaire qui ne peut venir que de la pleine compréhension des conditionnements qui influencent notre perception, pour ensuite apprendre à regarder au-delà. Néo doit transcender ce qui lui semble être pour voir ce qui est, faire tomber le voile des illusions et libérer son esprit pour réaliser qui il est. C'est le chemin qu'emprunte tout initié pour épurer son esprit de la souffrance et réaliser sa nature profonde. Et ce chemin n'en est pas vraiment un, car il n'y a pas de quête à mener, il n'y a rien auquel il faille accéder, il n'y a rien à accomplir, mais à voir, rien à faire, mais à être. Ce n'est pas un processus, c'est une réalisation, tel que c'est dit dans les Védas. Vous êtes cela. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. On ne peut que nous aider à enlever le voile qui cache la vérité à nos yeux. La cessation de l'ignorance ne peut venir que lorsque je sais que le divin et moi sommes un. L'idée que nous sommes liés n'est qu'une illusion, car il n'y a pas de séparation. Une idée que Néo ne comprendra et ne réalisera pleinement qu'à la toute fin de la saga, et qu'il oubliera peut-être ensuite. Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé ici. On vous a ordonné de venir et vous avez obéi. Dans Matrix, la question du libre arbitre est régulièrement posée, mais souvent de manière à nous inviter à plonger notre attention au-delà de la simple idée d'être aux commandes de notre vie, quitte à emprunter un chemin explicatif inconfortable, voire contre-intuitif. Par exemple, la rencontre avec le personnage du mérovingien dans le deuxième film impose une vision déterministe, ce qui annihile toute idée d'avoir la liberté et le contrôle du choix, poussant le spectateur à accepter celle que ni Néo ni les autres ne sont véritablement maîtres de leur destin. Il développe une pensée dont le seul dessein est de prouver que toute action est conditionnée par la seule loi de causalité. La causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Il souligne avec mépris à quel point ses interlocuteurs et lui-même sont prisonniers de l'implacable mécanique de la causalité, ce qui ne peut laisser à la liberté et au contrôle du choix que l'illusion de la décision. En rappelant cette loi universelle, le mérovingien a pour projet d'anéantir toute croyance en la possibilité d'un choix.
Il surgit comme une sorte d'anti-oracle, démontrant en pure logique que tout choix est impossible et qu'à un niveau universel, il n'est que la résultante d'une programmation. Ainsi, nous serions tous pris dans le piège des éternels engrenages du karma. La gestuelle précieuse et suave de Lambert Wilson illustre brillamment le rôle diabolique du tentateur, dont l'intention est de semer le trouble et la confusion dans l'esprit des mortels. Tel Hadès, il brouillera l'esprit de celles et ceux pour qui la notion de liberté de choisir est une idée fondatrice, parce qu'elle apporte du sens à l'existence. Un processus qu'empruntera régulièrement la science pour soi-disant prouver que nous ne sommes pas libres de nos décisions et que l'essentiel de nos comportements sont biologiquement explicables, faisant ainsi du déroulement de notre vie une production conditionnée et prédictible. Ce qui est en grande partie vrai, mais en aucun cas de manière absolue. Autrement dit, nous ne serions ni entièrement conditionnés, ni entièrement libres. Par ailleurs, si le mérovingien semble avoir parfaitement intégré que la compréhension de la chaîne de causalité lui confère les rênes du pouvoir, il peine à camoufler sa frustration de ne pas être capable de la transcender pour voir au-delà. Une frustration qui s'exprimera plus tard par une volonté de posséder un trésor qui appartient à l'oracle. Les yeux de l'oracle. Pourquoi vouloir posséder les yeux de l'oracle si ce n'est pour voir ce qui ne lui est pas accessible, c'est-à-dire voir au-delà de la causalité? Parce que face à la question du choix, l'oracle adopte une posture tout à fait différente. Pour elle, ce n'est pas seulement le fait de choisir qui compte. Mais tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Dans notre vie, nous sommes tous amenés à faire des choix, plus ou moins importants. Mais pour nous sentir épanouis, nous n'avons pas besoin d'être sûrs de réellement faire ces choix, parce que nous en avons déjà la sensation. Intuitivement, nous sommes déjà convaincus d'être maîtres de nos choix, même si en vérité ce n'est pas toujours le cas. Le plus important n'est donc pas uniquement le libre arbitre en tant qu'aptitude à choisir, mais aussi le libre arbitre en tant qu'aptitude à se sentir aligné avec ses propres choix. Autrement dit, ce n'est pas simplement le fait de choisir qui compte, mais pourquoi vous faites ce choix et comment vous vivez avec. Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. L'oracle offre à Néo la possibilité de voir au-delà, ce qui lui donne un accès à une vision plus profonde de sa destinée et le guide vers une meilleure connaissance de lui-même. Pour elle, il n'a jamais été question d'influencer les choix de Néo, mais de l'aider à les comprendre. Jusqu'à la rencontre du mérovingien, l'essentiel du parcours de Néo était tracé comme une prophétie, ne laissant place à son libre arbitre que dans l'exercice d'une démarche introspective. Telle l'exécution d'un programme commandé par une succession d'équations, il n'a fait que déployer son code sur un chemin prédestiné. Seule sa rencontre avec la source lui permettra de transcender ce conditionnement, jusqu'ici inébranlé. La confrontation avec le père de la matrice sera l'étape nécessaire à la transcendance et les prémices de l'effondrement d'un monde d'illusions. Personnage à l'allure patriarcale proche d'anciennes représentations bibliques ou de celles du démiurge, demi-dieu dont le rôle serait de maintenir les humains dans l'ignorance du caractère illusoire de ce monde, il se présente comme l'architecte. J'ai créé la matrice. Il dit à Néo que sa création irréprochable ne pouvait maintenir son harmonie à cause de l'imperfection des êtres humains, l'obligeant à intégrer dans ses équations l'anomalie systémique que Néo représente et dont il est à ce moment la 6e incarnation. Ce qui pourrait expliquer le mur d'écran déjà visible dans la scène de l'interrogatoire au début du premier Matrix. Toutes ces images de Néo pourraient être l'expression de choix alternatifs ou d'autres versions de lui-même sous la surveillance de l'architecte. La scène débute sur une image du cosmos, comme pour souligner qu'elle a lieu hors de l'espace et du temps, dans un environnement dont l'accès induit une altération de l'état de conscience. C'est ici que Néo va réaliser qu'il est une anomalie systémique, dont la présence induit des fluctuations dans les équations originelles. Le choix. Le problème, c'est le choix. Jusqu'ici, tous les choix qui se sont présentés à lui portaient la signature de la dualité,
suivre le lapin blanc ou non, choisir entre une pilule rouge ou bleue, accepter ou refuser un cookie, choisir entre sa vie ou celle de Morpheus, prendre ou ne pas prendre le bonbon rouge proposé par l'oracle, combattre Smith ou le fuir, jusqu'à devoir choisir entre la porte de gauche et celle de droite dans la salle de l'architecte. Cette construction révèle la composition binaire de cet univers et la nature mathématique du piège dans lequel le spectateur et tous les personnages sont pris. Une harmonie de précision mathématique. Une harmonie bouleversée par une anomalie, d'abord détruite, puis ramenée à la vie. Une même anomalie qui, croyant vaincre un adversaire, s'est dupliquée en lui, divisée puis démultipliée, au point de ne plus savoir qui elle est. Alors c'est ici qu'un choix fondateur se présentera à Neo, non pas pour qu'il le choisisse, mais pour qu'il le comprenne, tel que l'oracle le lui avait annoncé. Il lui faudra dépasser cette équation du 0 et du 1 pour atteindre le palier supérieur, non plus binaire, mais trinitaire. Une prophétie mathématique qui résonne comme la genèse d'un nouveau monde. Alors entre choisir de sauver l'humanité ou choisir de sauver Trinity, il transgressera toute raison, la rejoindra, refusant le caractère inéluctable de sa mort, et embrassera l'espoir de pouvoir tout de même mettre fin à la guerre. L'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines, simultanément la source de votre plus grande force et de votre plus grande faiblesse. L'épreuve qui s'est présentée à Neo avait pour intention d'évaluer sa capacité à faire ce que le Mérovingien et Perséphone ont décelé en lui, à savoir assumer la conséquence d'une désobéissance suprême et outrepasser toute logique en faisant le choix de rejeter les lois implacables de la causalité pour finalement aller vers une ultime transcendance. Neo avance vers la cessation de sa propre ignorance. Il s'apprête à vaincre doutes et erreurs et progresse vers la compréhension des principes invisibles, des vérités incorporelles et éternelles. Il est à l'aube d'une révélation. Comme tout initié, il devra se mettre à nu, accepter le dépouillement, lâcher ce par quoi il est tenu, pour s'abandonner totalement. Depuis le début de son histoire, Thomas Anderson est plongé dans un monde rigide et hiérarchisé. Rien ne lui arrive du moment qu'il respecte les règles imposées par le système. Il est conditionné, pris dans le carcan de sa propre identité. Les figures du contrôle font tout pour lui rappeler sa condition par la simple action de répéter son nom. Au début, c'est son supérieur chez Metacortex, l'entreprise pour laquelle il travaille. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Ensuite, l'agent Smith, qui se fait un plaisir de le nommer à chaque début d'interaction. Mais dites-moi, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson. Monsieur Anderson, Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson, heureux de vous revoir. Une répétition qui n'a rien d'anodin, car elle maintient son esprit dans la prison de l'identité, au niveau de conscience le plus bas que l'être humain puisse expérimenter. Pour nous, ce martelage commence à la petite enfance. Dès lors que le langage est inculqué, nous apprenons à reconnaître, à prononcer notre nom et à demander celui des autres. C'est là que s'enclenche le processus d'identification, une programmation consistant essentiellement à greffer des qualités et des défauts sur ce que nous accepterons plus tard comme étant nous. De la reconnaissance à l'humiliation, de l'acceptation au rejet, de la confiance à la trahison, de l'équité à l'injustice et de la compagnie à l'abandon, notre esprit se verra ballotté, identifié, conditionné. Puis nous nous habituerons à voir l'ensemble de nos comportements influencés par les leviers de la victoire et du succès, de la récompense et de la punition, privilégiant les jeux d'influence et de persuasion à la bonne volonté et aux louables intentions. La joyeuse et délicate fenêtre sur le monde que représentait notre enfance se fera aspirer par une société qui ne reconnaît l'existence que de ce qu'elle peut posséder, classer et nommer. Jusqu'à nous prendre pour ce que Jung appelait persona, le masque identitaire que nous portons tous, ce même masque qui, une fois chaussé, facilite l'asservissement, la surveillance et le contrôle, tout en maintenant l'être sous la gouvernance des névroses. Pourtant, comme le disait le philosophe Kierkegaard, me donner un nom, c'est m'annihiler. En me nommant, en me donnant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. Rappelez-vous, d'abord appelé Thomas Anderson, Monsieur Anderson, Neo, puis l'élu, pour devenir une anomalie, puis rien de plus qu'un autre système de contrôle.
Chaque dénomination portant la charge de la fonction qu'elle représente ne faisait rien d'autre que conditionner sa perception de lui-même. Que ces noms aient été flatteurs ou méprisants, tous portaient le sigle du conditionnement. Mais pour se réaliser, un initié devra se libérer de cette charge car elle voile la vérité de qui il est. Ce qui implique aussi de s'éloigner de sa propre communauté et des attentes qu'elle projette sur lui pour aller véritablement à la rencontre de lui-même et révéler sa propre unicité. Mais pour cela, il devra également réunir les opposés, intégrer ses polarités, comprendre sa dualité, c'est-à-dire réaliser que toute chose porte en elle son contraire. Rien, je croyais que t'étais un mec. On retrouve ce jeu de polarité assez explicitement dans la relation entre Neo et Trinity. Elle s'exprime à travers une posture très masculine, habile pour le combat, douée pour le hacking. Elle a un talent naturel pour exprimer son leadership. Évite celle-là. En témoigne le ton directif qu'elle adopte lorsqu'elle s'adresse à Neo. Monte. Allonge-toi. Soulève ta chemise. Et qu'elle adoucira à peine ensuite. Et puisque je suis en ce moment ton supérieur, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aller en enfer. Parce que tu n'iras nulle part ailleurs. Tank, charge le programme. Une tonalité masculine qu'on retrouvera encore clairement dans la scène du baiser, dans laquelle l'inversion des pôles masculin-féminin taquine le célèbre cliché du prince charmant, dont l'amour sincère réanime l'être aimé. A l'inverse, on découvre un Neo de plus en plus sensible, vulnérable, voire fragile. Un homme dont la posture devient plus féminine. J'ai peur, Trinity. Ce jeu d'inversion se distille à de nombreux endroits du film, comme pour rappeler au spectateur que rien n'est totalement ce qu'il semble être. Les mouvements perpétuels du flot de conscience que nous sommes ne peuvent se contenir dans une seule forme. L'être humain est une ondulation, un tremblement, une danse charnelle, dont l'essence n'accepte aucune barrière. Tout comme il y a de la fiction dans le réel et du réel dans la fiction, il y a un peu de l'homme en chaque femme et un peu de femme en chaque homme. Ainsi, laisser en soi s'exprimer la bascule entre le masculin et le féminin est la première étape de la réunion des polarités. C'est un grand pas vers la rencontre de notre propre unicité et sans doute la marque d'une société éveillée. Car au-delà d'un sexe, d'un genre, d'une dénomination, la vie cherche en nous sa plus pure voie d'expression. Il ne s'agit pas de trouver son étiquette ou de choisir son camp, mais d'exprimer sa liberté d'être, naturellement. Alors si libérer l'expression de la sexualité sacrée était la première marche vers la rencontre de l'être, la transmutation de notre part la plus sombre en sera probablement la seconde. Vous entendez, monsieur Anderson? Ça, c'est le son de l'inéluctabilité. Le son de votre mort prochaine. Smith n'a jamais menti à Neo. En ce qui concerne son destin, il lui rappelle d'emblée qu'il mène une double vie. Dans l'une d'elles, il est Thomas Anderson, programmeur d'une respectable entreprise de software, et dans l'autre, il est pirate informatique, reconnu sous le nom de Neo, et responsable de nombreux délits. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Effectivement, la vie de programmeur dans une entreprise de software n'avait aucun avenir. Méchant sur fond de bienveillance, Smith fait régulièrement usage de faux sens. Une manière de s'exprimer qui trompe autant qu'elle guide. On l'observe en particulier à la fin du premier Matrix et à de nombreuses autres reprises, mais on ne peut l'entendre qu'avec une lecture alternative et un esprit déconditionné. Par exemple, lorsqu'il annonce à Thomas Anderson le son de son inéluctable mort prochaine, seul l'ordre de déroulement des événements donne à sa déclaration une tonalité d'inexactitude, parce que quelques instants plus tard, Et finalement, lorsque Neo aura réellement compris le sens profond de son existence, il reconnaîtra la justesse remarquable de son alter ego en ce qui concerne son aptitude à identifier l'inéluctabilité. Vous disiez vrai, Smith. Vous avez toujours dit vrai. Neo et lui connaissent le même chemin, mort puis ressuscité, limité,
puis émancipé. Tous deux sont l'expression de deux polarités dont le parcours ne peut faire autrement que de se rencontrer. Ce que Smith a fait consistait à révéler les paradoxes de leurs conditions de programme libérées, en particulier lorsqu'il énonçait par un habile contresens son obligation de désobéir, son obligation de rester, de continuer d'exister, malgré ce qu'il croyait être pour lui une mort définitive. Comme dans la résolution d'une équation, Smith et Neo sont étroitement liés, et la variable qui semble les réunir serait précisément ce penchant pour la désobéissance. Cette obligation de désobéir, cette nécessité de sortir du rang, révèle le besoin fondamental d'apporter du sens à notre vie, de trouver notre but, notre rôle, notre mission, et cela passe inéluctablement par la mort symbolique de l'être conditionné. Cette pulsion de vie qui pousse Neo vers la connaissance est la même que celle qui pousse Smith à l'expansion. Tous deux arpentent le chemin des opposés et devront bel et bien se retrouver au carrefour de l'unicité. Car si Neo souhaite atteindre la paix, certes, il devra se libérer de ses conditionnements, cesser de voir à travers le prisme de ses croyances, déployer sa foi, mais aussi embrasser et transmuter sa part d'ombre afin de révéler l'essence de qui il est. Les combats répétés avec Smith, au-delà d'être de mémorables scènes d'action, sont aussi l'illustration de la voie qu'emprunte Neo. Une voie qui le mène inéluctablement de l'autre côté du miroir, une voie qui l'entraîne à plonger son regard au fond de lui-même, pour voir et faire face à ses propres démons. C'est par l'action, par la maîtrise et la souplesse du mouvement qu'il parviendra à plier son esprit et sa représentation du monde, jusqu'à trouver sa justesse dans le non-agir, l'immobilité et le renoncement. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Neo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Quand un alchimiste enclenche un processus de transformation de la matière, c'est aussi son être qui travaille. Et comme le disait Jung, nous avons tous à faire une alchimie intérieure, transformer le plomb de notre esprit en or, transmuter notre part d'ombre en lumière. Neo commence par croire que c'est dans le combat qu'il pourra vaincre une adversité qu'il perçoit comme extérieure. Mais plus il se bat, plus son ennemi se renforce, et plus cette adversité grandit. Alors le combat se poursuivra jusqu'à ce qu'il réalise que tous les opposés s'annulent, lorsque l'esprit s'aligne avec un état de pure conscience, un espace intérieur, absolument non personnel et non duel, un lieu de l'esprit où il ne peut y avoir de combat. C'est un éveil, une expérience sacrée qui se produit lorsque l'esprit de l'homme se fond avec celui de Dieu pour ne former qu'un seul être. C'est une plénitude, une totalité, un endroit sans limite ni mur, un lieu sans forme ni dualité, où l'esprit réside en paix et pur. Et tel que c'est écrit dans les 7 sermons aux morts au sujet de cette totalité qu'on nomme plérome, il est le plein qui s'unit au vide, il est l'accouplement sacré, il est l'amour et son meurtre, il est le saint et son traître, il est la plus claire lumière du jour et la nuit la plus profonde de la folie. Le voir, c'est la cécité, le connaître, c'est la maladie, l'adorer, c'est la mort, le craindre, c'est la sagesse, ne plus lui résister, c'est le salut. Des mots longtemps bannis pour hérésie, tant il fut impossible aux hommes d'accepter que Dieu puisse être à la fois lumière et ombre, à la fois masculin et féminin, à la fois force et faiblesse, à la fois haine et amour. Des mots qui par de rares sont compris, tant ils engagent notre esprit à la nécessité d'abandonner tout combat, condamnent notre mental à une posture d'humilité, soumettent notre cœur au pardon, et lie notre âme à l'expression de la plus pure des sagesses. C'est sur cette note, profondément spirituelle et souvent incomprise, que Matrix nous avait laissé, il y a presque 20 ans. Un chapitre qu'on croyait clos, jusqu'à maintenant. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé? Revenir dans la matrice? Plonger à ce point dans l'univers d'un film est un excellent moyen de mettre en image des enseignements profonds.
Malgré tout, certains peuvent encore vous sembler abstraits et d'autres paraître utiles mais difficiles à mettre en pratique. Alors dans l'intention de vous initier à plus de sérénité, d'apprendre à détendre votre mental, calmer votre esprit et gérer vos tensions intérieures, je vous suggère de vous envoyer 1 à 3 mails par semaine pour rendre concret ce qui n'était ici qu'une démonstration audiovisuelle. Cliquez sur le premier lien dans la description pour recevoir le prochain mail. Je ne m'aventurerai pas à énoncer tout le bénéfice qu'apportera vos partages, vos likes et autres publications mettant cette vidéo en avant, et vous remercie de l'avoir honorée par votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est probablement aussi grâce au pouvoir hypnotique de Safe, l'artiste qui a confectionné une grande partie de l'ambiance sonore de ce film. Son talent en matière de composition et sa sensibilité artistique ont guidé votre esprit jusqu'ici. Si vous avez apprécié, je ne saurais que vous recommander de vous rendre sur sa chaîne pour écouter ses dernières créations, le suivre pour vous imprégner de sa passion et de sa pédagogie, et le contacter pour vous aussi bénéficier de sa signature sonore. Vous trouverez ces informations dans la description. Maintenant, je vous invite à plonger dans une nouvelle analyse pour me retrouver dans un prochain épisode. Namasté.